Every conventional economic model promotes growth. Growth to what end? Growth for how long? And it's all about senseless growth. C'est certainement un pionnier, c'est ce qu'on appelle en anglais un trailblazer. C'est quelqu'un qui a ouvert la voie. I think Jigme Thinley and the King of Bhutan were both very aware of how much of the world's economic development seemed counterproductive, particularly consumerism and the damage that we're doing to the environment. La conscience collective est un concept ou une idée primordiale au Bhoutan, que l'on ne retrouve absolument pas dans nos sociétés occidentales. Et on est prêt à se sacrifier ou à se dévouer, même si c'est parfois au prix de certains sacrifices personnels, pour la conscience collective. C'est très important. Son action, avec celle de tous ceux qui l'entourent, montre que l'on peut aussi, au départ d'un point donné de la planète, rayonner sur l'ensemble. Et donc oui, l'action politique est fondamentale. Je dirais même qu'aujourd'hui, en période de crise, elle est encore plus nécessaire et beaucoup plus fondamentale que toutes les autres. And means that we all say concentrated on GNP per capita instead of gross national happiness, thinking of the real purpose of social and economic development as he was. And I think he recognized the importance of greater equality in our societies. Il le met au centre des débats ici, en Belgique, en Europe et dans le monde, des choses fondamentales. C'est de retrouver le sens des valeurs du développement d'une société. Lungchen Jigme Thinley est quelqu'un d'optimiste, sinon il n'aurait pas fait le chemin qu'il a fait. Il est forcément optimiste et dans une conscience collective. Donc c'est ce qui est important parce que ça nous permet de changer la société. Parce qu'on est à un moment clé de réflexion et de crise, au sens grec du terme, qui doit nous pousser à nous reposer des questions fondamentales. I think maybe his qualities are more common within a Buddhist culture and owe something to his Buddhist background, but I hope they're not exclusive to Buddhist societies, because we badly need those qualities. Et donc cette inspiration peut être source de beaucoup de choses et je pense qu'individuellement et collectivement, se laisser inspirer par des personnalités comme celle-là nous permettent effectivement de penser à pouvoir tenter de transformer la société. Mesdames, Messieurs, Votre Excellence Jigme Yoser Thinley, nous sommes réunis ce soir pour célébrer la fidélité de votre engagement envers la société d'aujourd'hui et de demain. Cet engagement, vous l'avez concrétisé en premier lieu chez vous, au Royaume du Bhoutan. Pendant 37 ans, vous avez exercé avec un grand sens du devoir des hautes fonctions administratives et politiques au service de votre pays. Ambassadeur auprès des Nations Unies, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et des Affaires culturelles, président du gouvernement, président fondateur du Parti bhoutanais pour la paix et la prospérité, et dernièrement, Premier ministre du gouvernement issu des premières élections démocratiques de 2008 à 2013. Aujourd'hui, le moment est adéquatement choisi alors que vous venez de quitter votre fonction de Premier ministre pour honorer votre action politique. Gouverner une toute jeune démocratie constitue un véritable challenge. Et même s'il reste des défis à relever, vous avez permis de grandes avancées dans plusieurs domaines fondamentaux. Votre action a visé simultanément la préservation des valeurs traditionnelles du Bhoutan et l'ouverture du pays sur le monde. Cet objectif a été réalisé notamment par la mise en œuvre originale du principe de bonheur national brut, conçu par le 4e roi du Bhoutan comme une alternative radicale à la croissance aveugle du produit national brut. Votre gouvernement a appuyé et coordonné l'opérationnalisation de cet indicateur de développement qui permet de mesurer et encourager un progrès respectueux de l'humain, de la nature et de toute forme de vie. Loin de constituer une curiosité exotique, grâce à la force de vos convictions,
Le bonheur national brut est aujourd'hui un indicateur alternatif au PIB dont certains gouvernements commencent à s'inspirer à travers le monde. Il les aide à évaluer l'évolution de leur société et l'impact concret de leurs décisions sur le bien-être effectif de leur population. La vision matérialiste et marchande du développement, implicitement véhiculée par les indicateurs purement monétaires, pourrait dès lors céder la place à une vision tout à la fois plus complète, plus profonde et plus durable de la prospérité. Excellence Tinley, vous nous fournissez des clés pour répondre à une question essentielle. Comment créer les conditions du bonheur au niveau d'une société dans son ensemble? Ce bonheur, qu'à la suite du 4e roi du Bhoutan vous placez au cœur des préoccupations du politique, je vous cite, n'a rien à voir avec l'usage commun qui désigne une humeur éphémère de passage, heureux aujourd'hui, malheureux demain en raison des conditions extérieures temporaires. Le bonheur dont vous parlez fait référence au bonheur profond et constant qui vient d'une vie vécue en pleine harmonie avec le monde naturel, avec la communauté de nos semblables et avec notre culture et notre héritage spirituel. En résumé, un état qui vient quand on se sent totalement connecté au monde. Selon votre culture, le bonheur n'est pas le résultat du seul effort individuel. Il s'agit donc, comme vous le faites, de proposer des pistes concrètes pour créer collectivement les conditions du bonheur. À travers votre action et vos discours, se dessinent les contours d'un nouveau paradigme de développement. Vous proposez comme alternative au modèle de développement hors sol qui domine le monde globalisé, un développement que l'on pourrait qualifier d'enraciné. Enraciné dans la culture d'abord, vous concevez un développement qui s'ancre dans la culture locale et se donne pour mission de la protéger. Enraciné dans la nature, vous nous rappelez l'urgence d'un développement qui tienne compte des contraintes écologiques dans lesquelles l'humanité évolue et qui prenne soin de cette terre partagée. Enraciné enfin dans une pratique et une réflexion sur le sens de la vie. Le bouddhisme constitue une des pierres angulaires de votre engagement et ancre votre approche dans un socle de valeurs solides. Il constitue également un outil de transformation et d'approfondissement de la conscience qui permet de mettre en œuvre ces valeurs plutôt que de rester au niveau des discours. La valorisation de la philosophie bouddhiste et ses valeurs au niveau des axiomes même du nouveau paradigme de développement que vous avez contribué à mettre en œuvre ne signifie aucunement un retour en arrière. Il ne s'agit pas pour vous de nier la valeur incontestable de l'autonomie morale et politique des individus, mais bien de réinscrire ces idéaux à l'intérieur d'un horizon qui les oriente dans le sens de la soutenabilité, du bien-être et du bonheur, qui sont les 3 leitmotifs de votre engagement. Votre engagement commence au Bhoutan, mais ne reste pas cantonné à l'intérieur des frontières nationales. Loin de manifester un repli identitaire, votre souci des intérêts nationaux débouche sur une perspective globale. Vous êtes soucieux de partager et transmettre votre expérience à la communauté internationale. Dans cette optique, vous présidez depuis 2012 le comité de pilotage d'une réflexion à l'attention des Nations Unies sur un nouveau paradigme de développement qui mobilise 71 experts internationaux d'horizons divers et qui est d'ailleurs officiellement soutenu par le gouvernement belge. Excellence Tinley, votre parcours interpelle et ouvre des possibles. Il nous rappelle l'urgence de s'atteler à un travail collaboratif pour répondre aux immenses défis que l'humanité devra surmonter. Puissent les citoyens que nous sommes, les femmes et les hommes politiques à travers le monde, s'inspirer de vos engagements et vos réalisations. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous demander d'accorder à son Excellence Jigme Yoser Tinley le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre université. À tous, présents et à venir, salut. Attendu que son Excellence M. Jigme Yoser Tinley, né en 1952 au Bhoutan, marié et père de 3 enfants, est porteur d'un diplôme de master en administration publique de la Pennsylvania State University. Attendu les hautes fonctions administratives et politiques qu'il a exercées au royaume du Bhoutan pendant 37 ans,
notamment comme ambassadeur auprès des Nations Unies, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et des Affaires culturelles, président du gouvernement et président fondateur du parti bhoutanais pour la paix et la prospérité. Attendu que suite aux premières élections démocratiques du pays, en 2008, le mandat de Premier ministre du Bhoutan lui a été confié pendant 5 années. Attendu qu'il a reçu plusieurs distinctions, notamment la médaille du Druk Wangyal, le dragon Bhoutan victorieux, la plus haute distinction civile du Bhoutan en 2009. Attendu que son action politique a visé simultanément la préservation des valeurs traditionnelles du Bhoutan et l'ouverture du pays sur le monde, par la mise en œuvre originale du principe du bonheur national brut, conçu par le 4e roi comme une alternative radicale à la croissance aveugle du produit national brut, car avant tout respectueuse de l'homme, de la nature et de toute forme de vie. Attendu qu'il a porté sur la scène internationale la réflexion de son pays sur les finalités et conditions du développement. Attendu le retentissement de ses interventions dans les congrès universitaires et dans les grandes assemblées mondiales, tels que les forums de l'OCDE ou les conférences des Nations Unies. Attendu ce rôle clé dans la résolution prise en 2011 par l'Assemblée générale des Nations Unies, soutenue par 68 pays, dont la Belgique, sur le thème « Le bonheur » vers une approche holistique du développement. Attendu qu'à la suite de cet événement, il préside depuis 2012 le comité de pilotage d'une réflexion à l'attention des Nations Unies sur un nouveau paradigme de développement qui, mobilisant 71 experts internationaux d'horizons divers, entend répondre aux défis de notre temps. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons son Excellence M. Jigme Yoser Tinley, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. My dear friend. Dr. Bruno Delvaux, Learned Rector, distinguished members of the faculty, students of this great university, my fellow doctors honoris causa, ladies and gentlemen. It is with an immense sense of pride that I accept this high honor conferred upon me by this renowned university, which has played a defining role in the making of this great nation that is now the center of Europe. I accept it as a mark of appreciation of my country's unique development process in pursuit of gross national happiness. I accept it also as a recognition of my own small contribution to the vital global discourse on the meaning of life, the purpose of development, and on the need for a collective vision for the future of mankind. The shocks and pains of devastating events that are striking humanity with increasing frequency and magnitude make necessary the search for a paradigm shift in how we perceive and pursue growth and progress. These have exposed the flaws and deficiencies in our existing structures, systems, and technologies, as well as our growing vulnerabilities as a species and as a planet. In our pursuit of limitless growth, we have abused, exploited, and forced nature far beyond its capacity. Ecological footprint analysis reveals that humans today are consuming resources much faster than nature is able to regenerate.
its ability to provide the life support ecosystem services is diminishing rapidly. In consequence, the 4 natural elements of water, wind, earth, and fire that are the essence of our being and on which all life is contingent are steadily losing their vitality. Fresh water, without which there can be no life, is drying up, including reserves in ice, permafrost, and aquifers, not to mention the rivers and lakes that are being contaminated. FAO estimates that by 2025, 1.8 billion people will be living in countries or regions with absolute water scarcity, and that 2/3 of the world's population could be living under water-stressed conditions. It is only obvious that water scarcity is already a cause for conflicts within and among nations. Air that gives the breath of life is becoming a reason for death and decay as well. While worsening air quality in some cities require protective masks, our hydrocarbon-dependent way of life is changing climate itself with calamitous impacts, including natural disasters and rise in sea level. The International Agency for Energy Agency signaled that global warming is set to continue, with long-term temperatures rising between 3.6 degrees and 5.3 degrees centigrade, well above the UN call for 2 degrees centigrade. And the World Fund, WWF, has predicted that no more than 10% of world's forests could remain by the year 2030. And what of Earth? Its thin topsoil that sustains plant life and agriculture is being shorn off and becoming less productive due to nutrient depletion, biodiversity loss, acid rain, soil compaction, and salinization. Time magazine reported that, and I quote, "A rough calculation of current rates of soil degradation suggests we have only about 60 years of topsoil left." Other studies corroborate this, with projection that the world will produce 30% less food, whereas demand will rise by 50% to feed the global population that may well cross 10 billion by 2050. And the ocean isn't faring any better. National Geographic reported that with overfishing in particular, world fish stocks may run out by 2048, while a BBC report warned in 2012 that we may be the last generation to catch food from the oceans on the basis of scientific evidence. The element of fire or energy, without which life today, particularly in the age of the Anthropocene, would stand still, does so indeed. In many parts of the world that are faced with energy crisis, yet the rate at which we burn coal, oil, and natural gas is likely to result in their reserves being exhausted within 40 and 60 years. It's common knowledge, with coal not lasting much longer, while nuclear energy is rightly being seen as a dangerous option. But for the wrong reasons, we do not spend enough money, time, and effort for sustainable, safe, and clean alternatives. That planet Earth, as a living organism, is dying, is glaringly clear from the loss of species at rates as high as 1 every 5 minutes. Several studies suggest that 1/4 of all mammal species could be extinct in 20 years. These signal what is inevitable for mankind:
unless drastic measures are taken. The multiple crises of food and water, health, economy, natural disasters, conflicts, and instability are not unrelated. They are the direct consequences of Mother Nature's fading vigor, of the diminishing natural resources, a collapsing ecology, and of course, mankind's foolish ways. So likewise, within the shrinking space and time in which we live, our families and communities are growing apart. Human relationship founded on trust, caring, and mutual respect and support that form the wefts and the wafts of society's fabric are being frayed and torn by our society's ethics of consumerism. Why and how did we come to such a sad state? To be enslaved by mindless, reckless greed. In our competition and striving for unlimited material gain, we have undermined our need for social and emotional well-being and put to peril our very survival. We are losing our sense of humanity, reason, and ethics on which civilization is founded. These were the reasons why Bhutan chose to tread a holistic development path, the path of gross national happiness. It was this choice that enabled us to integrate sustainable and equitable socio-economic development with environmental conservation, cultural promotion, and good governance, which has enabled us to promote swiftly, to reduce poverty, make our country greener, maintain pride in our heritage, and promote a thriving democracy. For the Bhutanese people, the purpose of development will always be to improve the interdependent well-being of all life on earth so that human happiness becomes attainable. These are the reasons why I take joy in sharing the concept of GNH with the world that is desperately searching for an alternative path to sustainable and equitable human progress. That is why I am most honored and encouraged, gratified by the inspiration that this great institution has given to my country and to me today. Thank you very much. Tashi Dennet.